Chaque année, on a des drames qui sont de plus en plus spectaculaires, de plus en plus atroces, et ça ne s'arrête jamais. Je crois que l'émotion partagée, c'est la colère. Les Marseillais sont en colère, leurs enfants sont assassinés. L'omerta est tombée sur Marseille. Plus personne ne veut parler. Ces témoignages n'ont rien d'anecdotique. Ce sont les voix et les sons d'une ville à vif. Une ville qui a deux visages. Celui béni par le soleil, puis ses quartiers nord, maudits par la misère. Ces quartiers-là, en décembre 2025, c'est le symbole de la précarité, des habitants à l'abandon et des drames quotidiens. Lui-même enfant de la cité, Mohamed Ben Medour est un éducateur de rue et médiateur qui essaie, avec les moyens du bord, de garder les petits loin des trafiquants de drogue. Arrivé à 14-15 ans, il n'y en a plus beaucoup qui traînent dans les centres sociaux. Donc ils vont se rabattre sur autre chose, le pied d'immeuble ou le point de deal. Suivre les flèches peinturées sur les murs des cités, c'est découvrir l'univers parallèle auquel sont exposés les jeunes de la deuxième ville de France. Ça dépend des quartiers. Par exemple, il y a un quartier en bas, ça s'appelle les Tutus. Tu fais guetteur là-bas, de 10h à peu près à minuit, tu prends 150 €. Et t'es calé, tu peux te caler avec tes collègues, tu fumes, tu manges, t'as tout ce que tu veux. Ahmed décrit le job de guetteur avec une aise presque désarmante. Il n'a que 16 ans, ses amis en ont 15. Ils ne vont plus à l'école, les cibles parfaites pour les réseaux qui cherchent toujours des petites mains pour monter la garde ou livrer de la drogue. J'ai fait le guetteur, tout ça, pour faire l'argent facile, parce que quand on est des jeunes comme nous, surtout à Marseille, c'est dur un peu de trouver du travail. J'avais pas peur, parce qu'après, si je fais ça, je connais les risques. Donc c'est que j'ai pris en compte dans ma tête que c'était possible que je me fasse tuer. Un jeu d'enfant désabusé, pour qui l'appât du gain en vaut le danger. C'est vraiment un capitalisme criminel, brutal et qui n'a aucune limite. L'écrivain Jean-Michel Verne est un des rares spécialistes du crime organisé qui accepte encore de parler à la caméra de ce fléau qu'il documente depuis plus de 40 ans et dont il a vu l'évolution. Là, on a comme ça une mexicanisation du territoire. C'est vrai qu'on s'en rapproche peut-être plus des fonctionnements des cartels. Il y a aujourd'hui 84 points de vente de drogue à Marseille. C'est la moitié moins qu'il y a 2 ans. Mais c'est le résultat troublant de l'emprise du groupe appelé la DZ Mafia. C'est sur les réseaux sociaux qu'elle recrute et fait l'apologie de la violence et impose aujourd'hui un climat de terreur à quiconque menace son monopole. Du narcoterrorisme qui semble avoir atteint un point de bascule le 13 novembre, avec le meurtre de Mehdi Kessassi, qui a bouleversé la France. Il faut que la paix revienne dans nos quartiers. Il faut que notre jeunesse puisse grandir sans craindre de mourir. Mehdi, 20 ans, n'avait aucun lien avec le narcotrafic. Son seul tort était d'être le frère d'Amine Kessassi, militant bien connu à Marseille pour son combat contre les réseaux criminels. La police est convaincue que c'est pour le faire taire qu'ils ont tué son frère. L'assassinat de Mehdi Kessassi a eu pour conséquence de plonger les quartiers nord, je dirais, dans un bain d'omerta. Plus personne ne veut parler du narcotrafic et tout le monde a peur. Car les règlements de compte sont d'une brutalité inouïe, les auteurs et les victimes de plus en plus jeunes. Il y a des jeunes à 14 ans, ils sont prêts à tuer des gens. Ils sont prêts à tuer des gens pour des sous. Hein. Mohamed décrit même une jeunesse qu'il ne reconnaît plus, qui n'a plus la notion du danger qui gangrène la ville. C'est lui qu'on voit sur cette vidéo lors d'une sortie au musée l'an dernier, quand il découvre le cadavre d'une jeune femme calcinée. On l'avait étranglé, on l'avait jeté là, on l'avait brûlé. Et les jeunes qui avaient 12-13 ans n'étaient pas particulièrement choqués. Leur réflexe a été de sortir leur téléphone et de filmer, de rigoler et de diffuser la vidéo sur les réseaux sociaux. Ça montre des jeunes qui sont complètement inconscients, qui n'ont plus peur de la mort. Et derrière chaque drame se cache une famille brisée, comme celle de Solène, qui a vu son fils sombrer dans le trafic de drogue à l'âge de 15 ans. En fait, on se sent totalement démuni, je vous dis clairement, on se sent démuni, on ne sait plus quoi faire. Donc moi, ce que j'ai fait, j'ai écrit au juge qu'on l'envoie quelque part pour que justement il se sorte de ça. Enfin,
Mais ça, il n'y a pas eu, il n'y a rien eu au final. L'été dernier, il était avec des amis dans un appartement quand 5 hommes cagoulés ont fait irruption pour le battre, presque à mort. Un règlement de compte. Ils l'ont jeté par la fenêtre. Donc ils l'ont laissé pour mort en bas de l'immeuble. Kauter Ben Mohamed, figure de lutte dans les quartiers pauvres, vient en aide à ses familles et ça fait 30 ans qu'elle sonne l'alarme. Marseille vit des points de bascule presque toutes les semaines. Et nous n'avons comme seule réponse de l'État que des défilés de ministres qui viennent annoncer des réponses répressives. Et si aujourd'hui l'État de droit et la République ne protègent pas les Marseillais, c'est l'État qui faillit, c'est l'État qui baisse la tête et c'est l'État qui s'effondre. Le fils de Solène est aujourd'hui en prison et elle le préfère derrière les barreaux que dans la rue, où elle sait qu'il risque d'avoir à payer ses dettes. Ou pire encore. Des fois, je me pose la question, je me dis, mais en fait, en tant que mère, si demain on vient m'apprendre que mon fils a tué, comment je vais devoir réagir, en fait? Et à un moment donné, on ne sait plus. À un moment donné, on ne sait plus de quoi ils sont capables. Une question qui la hante, comme le cercle vicieux du trafic de drogue entre Marseille et gagne peu à peu le reste de la France. Voilà, Julie Pichot nous a rejoint. Merci d'être avec nous. Alors, vous êtes ici parce que vous avez réalisé un documentaire Encore mineur, déjà tueur, qui a remporté la mention spéciale du prix Europa, un prix qui récompense les meilleurs reportages d'investigation européens. Et justement, dans le cadre de cette enquête, eh bien, vous avez passé plus de 10 mois sur le terrain dans la cité phocéenne. Alors, Julie, pouvez-vous nous dire aujourd'hui, est-ce que Marseille est devenue une ville sous emprise du narcotrafic ? Alors, ce qui est sûr, c'est que Marseille est complètement gangrénée, en tout cas par ce narcotrafic. Je pense qu'il n'y a pas que Marseille, en fait, il y a plein de villes en France qui sont touchées par le narcotrafic. Et d'ailleurs, la commission sénatoriale s'était interrogée à l'époque sur cette question-là, ce qui a donné d'ailleurs lieu au vote d'une loi contre le narcotrafic. C'est-à-dire, est-ce que finalement, c'est pas l'État qui est complètement gangréné par le narcotrafic? Mais Marseille, alors, moi, j'ai travaillé dans les quartiers nord. Donc, c'est surtout les quartiers nord, en fait, qui sont complètement gangrénés par le trafic de drogue. Ce sont des quartiers sensibles, pour Très ceux qui sensibles. ne connaîtraient pas. Fabrice Risoli, on parle souvent de la mocromafia. Déjà, est-ce que c'est un terme qui est juste ? Mocromafia, c'est un dérivé de mafia marocaine. Je la fais courte. Est-ce que ce terme de mocromafia est juste et est-ce que la mocromafia qu'on retrouve notamment, enfin, si tant est que le terme soit accepté, à Bruxelles, se retrouve aussi à Marseille ? Mocromafia, ça fait partie de ces mots qui sont extrêmement utiles dans le monde du journalisme et de la télé, mais qui, d'abord, on oublie que c'est extrêmement péjoratif, parce que c'est pas seulement mafia marocaine, c'est vraiment mafia sale marocain, mocro en néerlandais. Deuxièmement, dans la mocromafia et dans le monde des trafiquants belges, il y a de tout. Y compris dans les gangs, il y a du Suriname et des Belges, etc., des gens d'origine italienne et les Albanais. Donc c'est un vrai problème de nommer les choses comme ça avec des noms hyper impactants, il me semble. Et péjoratifs. La mocromafia des Pays-Bas, celle des alliances parfois avec des groupes criminels de Marseille, mais elle n'est pas présente sur le territoire pour contrôler le territoire à Marseille. Julie Pichot, dans le reportage, on voit des personnes témoigner à visage découvert, mais il y en a beaucoup aussi qui ont préféré rester cachés. Les médias ne sont pas toujours les bienvenus dans ces quartiers nord de Marseille. C'est sûr. Comment on arrive à se faire accepter avec des caméras, à obtenir des témoignages? Alors déjà, il faut du temps. Ça, c'est irremplaçable. Il faut travailler avec des fixeurs, comme sur des terrains de guerre. C'est ce qu'on dit aussi dans notre enquête. Donc, c'est-à-dire qu'il faut créer un lien avec des fixeurs, c'est-à-dire des personnes qui connaissent le terrain, qui sont déjà intégrées dans ces quartiers. Je crois que c'est important aussi de se présenter toujours comme journaliste, d'être honnête aussi, c'est-à-dire de ne pas essayer de faire des caméras cachées, de ne pas essayer de... Enfin, en étant honnête, mais après, c'est très compliqué parce que sur le terrain, on a des rendez-vous, l'interview ne se fait pas tout de suite, c'est souvent tard le soir, ça prend vraiment beaucoup de temps. Les mineurs isolés sont des proies faciles et vulnérables, comme l'illustre ce reportage de Martin Collier pour la RTBF. On ne me donnait que 250 € et je vais vendre près de 500 grammes par jour de cocaïne. T'as quel âge?
13 ans. Ces dernières semaines, les fusillades font l'actualité à Bruxelles. Assassinats, tirs dans les façades, la guerre des territoires entre dealers fait rage. Une guerre pour des points de deal qui peuvent rapporter plusieurs dizaines de milliers d'euros par jour grâce à des petites mains, vendeurs, guetteurs. Ils sont souvent très jeunes, des mineurs d'âge, des sans-papiers attirés par l'argent facile mais qui prennent pourtant tous les risques. Aujourd'hui, dans l'enquête, on part à la rencontre de ces jeunes qui occupent les points de deal. Nous l'appellerons Mehdi. Il accepte de nous livrer son témoignage sous couvert d'anonymat. Mehdi a 12 ans lorsqu'il arrive du Maghreb avec un peu d'argent. Très vite, les narcotrafiquants le lui prennent et l'obligent à vendre de la cocaïne en rue. Il me demande de vendre la drogue, et moi je vais pas. Et après, elle m'obligeait, elle m'a dit sinon tu vas dormir dans la rue, tout ça. Mais c'est pas normal, mais elle m'obligeait, je sais rien faire. Sur les points de deal, il y avait d'autres jeunes de ton âge? Il y avait un à 8 ans, il y avait un à 2 ans et l'autre aussi 13 ans. Mehdi gagne à peine 200 € par semaine et travaille tous les jours. Très vite, il tente d'échapper au réseau. Mais après un mois, j'en ai marre, du coup, on a bagarré. Après, elle m'a trouvé et il veut me frapper. Elle m'a obligé pour prendre un médicament, comme ça pour rester tranquille. Au bout de quelques mois, Mehdi finit donc par être arrêté. Son histoire est loin d'être un cas isolé. C'est ce que nous confirme ce policier. Bon alors qui sont ces jeunes qu'on retrouve sur les points de deal à Bruxelles? Alors on a deux catégories. On a les mineurs qui sont des gens natifs des quartiers ici, qui ont tous le même profil, hein, désœuvrés, déscolarisés. Et à côté de ça, on a des mineurs étrangers non accompagnés qui sont recrutés depuis les pays d'origine. C'est une main-d'œuvre bon marché parce qu'elle est facile à manipuler. Quand ils se font arrêter par la justice, étant mineurs d'âge, ils sont vite relaxés, donc réutilisables tout de suite. Des jeunes mineurs bien souvent recrutés sur les réseaux sociaux, ce sont eux qui prennent tous les risques. Stefano en a fait les frais. Lui aussi témoigne de manière anonyme. Il y a quelques mois, il était sur un point de deal lorsqu'une fusillade éclate. Ce jour-là, je tombe sur un gars qui vend de l'herbe à côté de la maison. Je suis resté 5 minutes à discuter avec lui jusqu'à ce que j'entende un bruit de gros pétard. La balle est entrée par ici et est sortie par là. Sur les points de deal, les premières victimes sont donc parfois des mineurs, qu'ils travaillent ou non pour les organisations criminelles. Et le problème n'est pas uniquement belge, il est européen. Selon un récent rapport d'Europol, les mineurs d'âge sont impliqués dans 70% des activités criminelles, dont le trafic de drogue. Alors que faire de ces jeunes une fois qu'ils sont arrêtés? Pour ce juge, le système répressif est débordé. Plus d'une centaine de jeunes sont sur liste d'attente pour des IPPJ, des institutions censées les prendre en charge. Quand vous renvoyez le message à un jeune qui est mis à votre disposition que la seule manière de l'aider, c'est qu'il soit confié à une IPPJ pour qu'on fasse un travail de longue haleine, mais que ça ne peut pas arriver aujourd'hui. On est en train de donner le message aux jeunes, on va juste passer devant un juge d'agesse et le soir même, on est peut-être de retour dans son quartier, peut-être même de nouveau sur un point de deal. C'est évidemment, je pense, une voie royale pour la récidive. Alors pour éviter que les jeunes ne tombent dans le narcotrafic, eh bien certaines associations essayent de travailler en amont en sortant les jeunes de la rue et on va justement aller en rencontrer une. Ici, on offre un logement à 4 jeunes mineurs et on doit régulièrement en refuser par manque de place. On n'a pas assez d'eau pour tout le monde. Ici, ça leur permet juste de se poser, de se reposer, de manger un repas. Il y a certains jeunes qui n'ont pas mangé un repas depuis plusieurs jours quand ils arrivent ici, de se laver, de se reposer. Et une fois qu'en fait le jeune a rempli entre guillemets ses besoins primaires, on peut se mettre en marche, on peut travailler, on peut penser la situation avec lui. S'il n'y a pas de logement, c'est là qu'il y a un risque de tomber dans les réseaux, effectivement. Des structures d'accompagnement pour les jeunes comme celle-ci, il en existe très peu aujourd'hui. Le SAMU social a prévu d'ouvrir un centre qui sera dédié aux jeunes en errance. Bientôt, il devrait accueillir 12 jeunes. C'est peu, mais c'est un début. Sébastien Joris, c'est un phénomène récent, ce recours aux mineurs, notamment pour vendre la drogue. Alors récent, sans doute pas, mais les forces de l'ordre constatent qu'il est en augmentation. Pour prendre un exemple, l'année dernière, la police a arrêté 200 personnes au port d'Anvers, des personnes suspectées de vouloir retirer la drogue de containers. Et parmi ces personnes, 41 suspects mineurs d'âge. Cette constatation, elle est faite aussi sur les points de vente, dans les cas de violence et plus largement que dans le cadre du narcotrafic. On le constate quand on prend les dossiers de terrorisme en Belgique, un tiers des personnes impliquées
sont mineurs et notre service de renseignement, la Sûreté de l'État, a récemment fait état d'un enfant de 12 ans impliqué dans un dossier de propagande djihadiste. Alors mineur, bien sûr, on a compris, parce que ça permet d'échapper généralement à la prison et donc de pouvoir continuer. Julie Pichot, on l'a vu dans les 2 derniers reportages, on a vu cette espèce de violence assumée, désinhibée. Dans le reportage précédent, on voyait les enfants qui s'esclaffaient à la vue d'un cadavre qui avait été brûlé. Comment les jeunes peuvent-ils sortir de cette spirale? Et puis, est-ce qu'il y a des exemples réussis de jeunes qui s'en sont sortis? Alors, j'imagine qu'il y a des exemples réussis. Moi, je n'ai pas forcément documenté cette question, mais quand j'ai travaillé sur les mineurs à Marseille, j'ai rencontré une juge des enfants, d'ailleurs plusieurs juges des enfants, qui me racontaient qu'en effet, c'était quand même très difficile de les sortir de là, parce que même si eux prennent des mesures d'éloignement, en fait, ces enfants reviennent toujours à Marseille. C'est-à-dire une mesure d'éloignement, on va l'envoyer dans un centre, par exemple à Clermont-Ferrand ou à Nantes. Et en fait, comme les réseaux sont quand même extrêmement puissants, ça faut vraiment l'entendre, on arrive à les attirer à nouveau et à les faire revenir sur le terrain à Marseille. Donc c'est pas facile. Comment lutter contre ces trafics? La confiscation des biens mal acquis, c'est votre credo chez Crime Halt. Pour vous, c'est plus efficace que le déploiement de la police en masse? De toute façon, les places nettes, on voit bien, même si ça a réduit le nombre de ventes territoriales, il y en a d'autres qui apparaissent, et puis il y a la livraison. Donc moi, je pense que toute cette débauche d'énergie ne peut avoir, donc de CRS, ne peut avoir d'intérêt que si les trafiquants, dans leurs immeubles, empêchaient les gens de monter dans l'ascenseur, vérifient le caddie des personnes âgées. Quand il y a des vraiment problèmes de sécurité. Voilà, sécurité, puis de rapport aux citoyens. Là, je pense qu'il faut que l'État montre l'écrou. Mais plutôt que d'être obsédé par le produit, la drogue, avec de spectaculaires saisies, effectivement, nous militons plus pour la confiscation. Alors, dans le cadre de la loi narcotrafic et d'une autre loi, Warsmann, nous avons obtenu 3 confiscations obligatoires. Elles n'étaient pas obligatoires. Donc, le but, c'est d'avoir beaucoup plus de biens. Mais bon, et ces faut biens pas se peuvent leurrer. servir ensuite à la lutte, justement, aux enquêtes, à la police, pour mener des enquêtes. Ce qui est bien meuble, les voitures sont redistribuées à la police déjà depuis une dizaine d'années, mais nous, on préfère les biens immeubles. Et par exemple, à Marseille, aujourd'hui, vous avez donc la villa qui a été confisquée à un trafiquant de cocaïne. Laissez-moi rire, il l'avait racheté à un trafiquant de cannabis. On lui a confisqué sa maison. Aujourd'hui, elle accueille une association qui prend en charge des femmes victimes de violences, et y compris parfois victimes de violences du crime organisé. Donc on peut montrer que l'État et les citoyens ont à nouveau un rôle et se réapproprient le territoire à l'aide de ces lois. À Seattle, il y a des cartes cadeaux, des bons d'achat qui récompensent les consommateurs les plus abstinents. C'est peut-être une piste intéressante. Alors bon, c'est un peu à l'américaine, mais... non, mais je rigole parce que... Il faut peut-être s'occuper des personnes qui consomment de la drogue, en tout cas tout autant que des trafiquants. C'est sûr que l'État doit sortir l'écrou, comme il sort l'écrou pour faire place nette, avec plus d'éducateurs spécialisés, plus de centres. Je veux dire, les réseaux sont puissants. Enfin, l'État est plus puissant que les réseaux. Si on veut que les gamins restent en province et ne retournent pas à Marseille, on peut s'en donner les moyens. Et là, je pense qu'il y a un enjeu. Merci Sébastien Joris, merci Julie Pichot. Merci également à vous, Fabrice Risoli, d'avoir participé à cette émission.